Bonjour, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à la conférence sur Washington. Alors, je ne peux pas parler de Washington sans parler des Américains. Les Américains, on les aime ou on les déteste, c'est selon. Mais je suis certain qu'on va les avoir pour voisins, comme voisins pendant un grand moment. Et je pense qu'on a tout intérêt à les connaître et savoir comment ils fonctionnent. Avant de commencer la conférence, j'aurais une petite question pour vous à propos du drapeau américain. Vous avez une image du drapeau américain dans la tête, vous avez un carré bleu marin dans le haut à gauche. Le reste du drapeau, c'est des bandes rouges et blanches en alternance. Il y a combien de bandes rouges et blanches? Combien? 13? Pourquoi 13? 13 pour les États. Ben voilà, c'est la bonne réponse. Et dans le carré bleu marin, il y a des étoiles. Combien d'étoiles? 50. 50, c'est bon, ouais. Et le drapeau américain a évolué à travers les âges parce que le nombre d'États a varié. Au début, il y avait 13 États, comme a dit monsieur, et maintenant, il y a toujours 13 États au départ et il y a 50 États actuellement. Alors, il y a 50 étoiles et 13 bandes rouges et blanches. Voilà. OK. C'est quel la dernière État qui a embarqué? Pardon? Hawaï, c'est pas Hawaï? Hawaï et Alaska. Alaska. Oui, en même temps, je pense qu'ils sont entrés en même temps. Puis, vous dites qu'un nouvel État, vous en nommez deux. Hawaï, par exemple. Hawaï et Alaska, c'est deux États différents. C'est ça, d'abord, il y en avait 48 avant. Oui, c'est ça. Alaska, ça appartenait là-dessus au Canada, hein? Non, Ça appartenait à qui? à la Russie. Hein? Oui. Tu te rappelles quand l'autre qui était en politique a voyé en Russie? Ben oui, Mme Pauline. OK, tu peux éteindre les lumières. Pourquoi c'était en Russie? Bien, c'est partie de la prolongation de la Sibérie, d'une certaine façon. C'est juste séparé par le détroit de Bering. Ah, Bon, alors, Washington, la capitale des capitales, je pense que le titre parle de lui-même. Alors, je vais commencer par vous exposer le plan de la conférence que je vais suivre. D'abord, au début, je vais vous parler comment la capitale a été planifiée. Parce que c'est une ville qui a été créée de toutes pièces pour être la capitale du pays. Ensuite de ça, je vous amène visiter le Capitole, qu'on voyait sur la photo précédente, qui est un peu le Parlement des États-Unis, où siège la Chambre des représentants et le Sénat, dans le même bâtiment. Puis, on va visiter les musées du Mail, les musées Smithsonian, qui sont de part et d'autre du Mail à Washington. Puis, nous allons visiter la Maison-Blanche. Et ensuite, les monuments commémoratifs aux soldats qui sont morts dans les différentes guerres où les États-Unis ont été impliqués. On va faire une pause. Au retour, je vous amène voir le merveilleux bassin fleuri. Puis, après ça, je vous amène à travers les rues de la ville, voir des coins qu'on n'aurait pas vus encore jusqu'à maintenant et qui sont de grand intérêt. Et finalement, pour terminer, je vous parle de la vie et de la mort du plus grand président américain. Je ne vous dis pas lequel. La ville de Washington a été nommée en l'honneur de ce monsieur, qui était George Washington, qui est le père de la nation. Qui était George Washington? C'était un général dans l'armée britannique au départ, parce qu'à ce moment-là, c'était les Britanniques qui possédaient à peu près toute l'Amérique du Nord, parce qu'ils avaient conquis la Nouvelle-France, et ils possédaient évidemment toutes les colonies au sud de la frontière. À partir de 1770, il y a eu un mouvement aux États-Unis les gens aspiraient à être indépendants. Et il y a eu le fameux Boston Tea Party, où les Américains ont largué par-dessus bord les cargaisons de thé dans le port de Boston pour protester contre le règne, si vous voulez, des Britanniques, parce qu'ils réclamaient, ils disaient « no taxation without representation », c'est-à-dire on ne paye pas des taxes si on n'a pas un mot à dire dans le gouvernement du pays. À partir de ce moment-là, George Washington a changé son fusil de bord, si on peut dire. Il a fait partie des révolutionnaires et il a pris la tête même de l'armée révolutionnaire
et il a combattu ses ex-collègues de l'armée britannique. Et il a fini par gagner la guerre, mais il a été aidé par ce monsieur, un Français qui était venu avec un régiment français porté main forte à Washington, c'est le marquis de Lafayette. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a plusieurs villes qui portent le nom de Lafayette, dont il y en a un, Lafayette, en Louisiane, qui est le centre francophone de cet État-là. Alors, le marquis de Lafayette a aidé sérieusement la cause des révolutionnaires américains. Au début, c'est bien beau avoir un nouveau pays à partir de 1776, mais encore faut-il lui donner une constitution, lui donner des lois et lui trouver éventuellement une capitale. Alors, au début, le gouvernement de George Washington, parce que c'est lui qui a été nommé président, si on veut, le premier président des États-Unis, le gouvernement s'est établi à New York, qui était la plus grande ville de l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs. Et quelques années plus tard, le gouvernement a déménagé à Philadelphie. Pendant ce temps-là, bon, les pères du pays ont rédigé la Constitution. Et à partir de 1790, Washington, il dit qu'il faut absolument qu'on construise une nouvelle capitale. Alors, il a choisi un terrain. C'est un territoire, plutôt. Ça chevauchait la rivière Potomac, qu'on voit ici, la rivière Potomac, qui va se jeter dans l'océan Atlantique. Et il a déterminé un territoire qui va devenir le District of Columbia, c'est-à-dire le district de Columbia, de Colomb, qui était à cheval entre l'État de la Virginie, qu'on voit ici en rose, et l'État du Maryland, qui est en vert ici. Alors, chacun des États a cédé une portion de terrain qui avait un carré de 10 000 de large ou 16 km, si on veut. Finalement, la portion qui se trouvait en Virginie a été abandonnée. Le territoire a été remis à la Virginie parce que je pense qu'ils ont compris qu'avoir un fleuve qui passait à travers une ville, ce n'était pas la meilleure des idées, que ça compliquerait un peu le fonctionnement de la ville. Alors, ils se sont dit, on va rester dans le territoire qui appartenait au Maryland. Alors, en 1790, donc, Washington décide que c'est là qu'il veut construire sa capitale. Les autres capitales du monde, que ce soit Rome, Paris, Berlin, c'était déjà des villes qui existaient avant d'être capitales de leur pays, mais pas ici. Ici, ça a été construit de toutes pièces. Alors, il y avait un jeune homme qu'on voit ici, Pierre-Charles L'Enfant, qui était un militaire dans le régiment de M. Lafayette. Alors, c'est un Français qui est arrivé ici, aux États-Unis, à l'âge de 23 ans. Il était évidemment militaire, mais il avait aussi une formation d'architecte et d'ingénieur. Alors, il a proposé ses services à Washington pour faire la planification de la ville. Ce qu'il a fait. Et la ville a été conçue de façon d'une grille orthogonale, un peu comme on voit maintenant dans les villes, c'est-à-dire où les rues se croisent à angle droit, etc. Mais ce qu'il a introduit de façon originale, c'était des boulevards, des lignes diagonales à travers cette grille qui était carrée. Et chaque fois que deux diagonales se croisaient, ça créait une place. Un peu comme à Paris, l'Arc de Triomphe, etc. Bon. Et ça a été le plan qui a été suivi à partir de 1790, quand la ville a commencé à être construite. Le Capitole, maintenant. Le Capitole, c'est comme je disais tantôt, c'est le Parlement, si on veut, des États-Unis. La première pierre a été posée en 1793 pour sa construction. Et il abrite, comme je disais, la Chambre des représentants et le Sénat. En 1870, donc presque un siècle plus tard, l'architecte paysagiste M. Olmsted a été engagé pour faire l'aménagement paysager autour du Capitole. Et c'est pour ça qu'on voit de belles tulipes. Je veux dire que le voyage que j'avais fait, c'était au printemps. Alors, il a aménagé le paysage autour du Capitole. Et aussi, on voit ici un gros plan du dôme
sur le dessus du dôme, il y a une statue qui représente la liberté. On va voir de plus près tantôt. Et elle a été installée en place en 1863, en plein milieu de la guerre civile américaine. Voici ma conjointe devant le... Ça, c'est l'intérieur du dôme. Sous le dôme, c'est la rotonde. Alors, c'est un endroit cérémonial par excellence. Quand il y a un président qui décède ou un personnage important, ils sont mis en chapelle ardente dans la rotonde qu'on voit ici. Voici, il y a des gens qui visitent, soit dit en passant, c'est gratuit. Hein? L'entrée au Capitole, qu'on veut visiter, c'est gratuit. Et vous voyez, dans le fond, il y a une réplique de la Statue de la Liberté qui est installée sur le dôme. Bon, ici, on voit, je vais vous montrer les lieux. Alors ici, vous voyez, vous avez le Capitole qui est là. Ici, vous avez un grand espace gazonné qui s'appelle le Mile, ou le Mall en anglais. De part et d'autre, vous avez des rangées d'arbres, ici, tout le long du Mile. Et de l'autre côté des rangées d'arbres, de part et d'autre, c'est des musées. Tout ça, c'est des bâtiments de musées de différentes natures. On appelle les musées du Smithsonian. Encore là, notez que l'entrée est gratuite dans tous ces musées-là. Oups, excusez. Bon, ça, c'est un luminaire style art déco à l'intérieur du Capitole. Ici, c'est une statue de Christophe Colomb. Ici, c'est ça, c'est la statue de la Liberté qui trône sur le dessus du dôme. Remarquez, je dirais qu'il y a une influence amérindienne, je dirais, dans sa coiffure. Ça, c'est l'intérieur du dôme. Vous voyez, c'est un merveilleux dôme à caisson. Et au centre, il y a une fresque qui a été peinte par un citoyen d'origine italienne, M. Brumidi. Et ce qu'il a voulu représenter dans la fresque, ça s'appelle l'apothéose de Washington. Alors, on voit Washington qui batifole avec des déesses qui représentent les grandes qualités de la Constitution américaine, la liberté, l'égalité, etc. Alors, tout autour de la rotonde, il y a des scènes qui représentent des événements qui sont passés dans l'histoire des États-Unis, des guerres, des combats, etc. Bon, ici, c'est la Chambre des représentants. Les représentants, c'est comme les députés. Alors, il y en a 435 à la grandeur des États-Unis. Les représentants n'ont pas un terme qui dure très, très longtemps. Il dure seulement 2 ans. À tous les 2 ans, la Chambre complète va en élection. Il y en a eu, puis ça coïncide toujours avec soit une élection présidentielle ou les élections de mi-mandat. En 2016, par exemple, quand M. Trump a été élu président, la Chambre des représentants a été élue, mais à majorité républicaine. L'automne dernier, au novembre 2018, toute la Chambre est allée en élection, et là, c'est une majorité démocrate qui siège maintenant jusqu'en 2020 dans la Chambre des représentants. Ici, c'est le Sénat américain. Alors, il y a 2 sénateurs par État. Peu importe la grosseur de l'État. Vous avez le minuscule Rhode Island comparé à la gigantesque Californie, et chacun a 2 sénateurs, pas plus. Et les sénateurs, eux, ont un terme beaucoup plus long. Ils sont élus pour 6 ans. Sauf qu'à toutes les élections présidentielles, les élections de mi-mandat, à tous les 2 ans, donc, il y a le tiers des sénateurs qui vont en élection. Comme en mois de novembre dernier, il y a eu le tiers des sénateurs qui sont allés en élection. Avant, à partir de 2016, la majorité du Sénat était républicaine, et aux élections de mi-mandat, ça a été encore républicain, même un peu amoindri quand même. Et on voit encore là, sur les murs de la rotonde, des bas-reliefs qui représentent des scènes avec des Amérindiens.
Ici, il y a des grands tableaux et des statues tout autour de la rotonde. Ici, on voit un bas-relief où on voit un personnage, un colon, un des premiers colons qui s'appelait les Quakers, qui tient dans sa main un document qui s'appelle un traité de 1682. J'imagine que les colons avaient signé un traité de paix avec les Amérindiens parce qu'ils se donnent la main. Ici, c'est le magnifique statue en marbre du président Lincoln. Ça, c'était des suffragettes qui, au début du 20e siècle, faisaient des manifestations pour réclamer, et elles ont obtenu le droit de vote des femmes. Bon. Alors, voici comment c'est organisé. Ici, vous avez le Capitole avec la Chambre des représentants de ce côté-ci, le Sénat de ce côté-là. Vous avez le Mail dont je parlais tantôt, vous avez les musées de part et d'autre du Mail, et ceci, l'obélisque qui est là, c'est le monument à Washington. Plus loin, vous voyez, ici, c'est le mémorial à Lincoln. Ici, c'est un pont qui traverse la rivière Potomac, et de l'autre côté, c'est la Virginie. Vous voyez en plan, encore là. La façon dont c'est planifié, c'est très géométrique, hein? Vous voyez ici le Capitole, vous avez un axe principal ici qui divise en deux le Mail. Ici, c'est l'obélisque, le monument à Washington, qui est dans l'axe. Et dans le contre-axe, vous avez ici la Maison-Blanche et ici le monument à Jefferson. Alors, vous continuez dans cet axe-ci, vous avez le monument aux morts de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez le bassin de la Constitution. Ici, c'est le mémorial à Lincoln. Ici, c'est le Tidal Basin, qu'on verra un peu plus tard. Alors, cette photo-là a été prise du sommet du monument à Washington, l'obélisque. Et on voit ici le monument commémoratif aux morts de la Deuxième Guerre mondiale, le bassin de la Constitution, le mémorial à Lincoln, le pont, le Potomac et la Virginie ici. Le monument aux morts de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam sont dans les buissons ici, et également le mémorial à Martin Luther King. Bon, on va visiter maintenant les musées du Smithsonian. Je me suis renseigné pour savoir, parce que j'étais curieux de savoir d'où ça venait, qui avait fourni l'argent pour construire tous ces nombreux musées-là. Et j'ai découvert le poteau rose. Ça vient de la fortune de M. John Smithson, qui était un Britannique, qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, qui était un contemporain de Washington, donc qui a vécu au 18e siècle et qui était un chimiste. La chimie au 18e siècle était à ses premiers balbutiements et lui, il faisait beaucoup de recherches, etc. C'était sa passion. Il est mort sans avoir eu d'héritier. Alors, il a donné toute sa fortune à son neveu, mais à la condition que, si son neveu n'avait pas d'héritier, que la fortune se ramasserait aux États-Unis pour construire des musées, pour diffuser la science et la connaissance. Alors, c'est ça qui est arrivé. Cet argent-là est arrivé d'Europe, finalement, pour construire les musées à Washington. Alors, ceci, c'est un très énorme musée, comme vous pouvez voir. C'est le musée de l'histoire des États-Unis. Vous voyez, les gens font la file pour entrer. C'est un musée très, très populaire. À l'intérieur, vous allez voir certains artefacts, parce que là, on raconte l'histoire des États-Unis, mais à tout point de vue. Au point de vue de la démographie, de la justice, de la société en général, de la religion, du sport, tous les aspects sont traités à fond. Ça, c'est un drapeau américain. C'est pas le premier, mais c'est pas loin d'être le premier parce que si vous comptez les étoiles, ici, il y en a 15. Et, comme je disais tantôt, ils avaient commencé, il dit chaque fois qu'il y a une nouvelle étoile, ils ont dit on va rajouter une étoile et on va rajouter une bande. Alors, il y a eu 2 nouveaux États, ils ont rajouté 2 bandes. Là, ils étaient rendus à 15 bandes. Imaginez s'ils avaient fait ça pour tous les 50 États, le drapeau serait énorme. Fait qu'ils là, à un moment donné, ils sont retournés en arrière, ils ont dit on va se limiter à 13 bandes horizontales, et quand il y a des nouveaux États, on va simplement rajouter des étoiles dans le carré bleu marin. Ça, c'est une voiture qui a servi beaucoup, parce qu'en 1803, les États-Unis ont acheté de la France le territoire de la Louisiane.
Alors, à partir de 1803, ils cherchaient à aller coloniser l'Ouest américain et se rendre de là jusqu'au Pacifique. Et c'était l'époque de la colonisation de l'Ouest. Vous avez vu sûrement des films de western, etc., où on voyait ce genre de voiture-là qui transportait les familles, la marmaille et tout l'ameublement des familles qui allaient s'établir dans l'Ouest, qui étaient tirées évidemment par des chevaux. Ça, c'est le musée de l'espace et de l'aviation. Évidemment, vous savez que les États-Unis ont été parmi les pionniers dans le développement de l'aviation et que la NASA, évidemment, aujourd'hui, dans la conquête de l'espace, est à l'avant-garde. Vous rentrez là-dedans et c'est vraiment un espace fantastique. Regardez des avions, des bimoteurs qui sont suspendus au plafond, des monomoteurs un peu partout. C'est vraiment un musée gigantesque. Il y a même un avion Concorde d'Air France, un avion supersonique qui est là, sur le sol, de même que des gros avions commerciaux, des gros transporteurs. Il y a une navette de la NASA également qui est là. Il y a une fusée de la NASA qui côtoie un simple petit avion monomoteur. Ça, c'est le musée d'histoire naturelle. Si vous y allez avec des enfants, les enfants vont se délecter dans la visite de ce musée-là parce qu'il y a toutes sortes de bébites. Il y a par exemple une immense baleine bleue qui est suspendue au plafond. Il y a également toute une exposition de dinosaures, de toutes les espèces reproduites évidemment à l'échelle et remarquez comme il y a foule dans ce musée d'histoire naturelle. Il y a même une meute d'éléphants. Ça, c'est un musée plus récent. C'est un musée du journalisme et de l'information générale. Vous allez voir, c'est un musée qui est basé beaucoup sur une interaction entre le public et les gens du musée. Comme le journalisme papier a tendance à disparaître, évidemment, le musée, on retrouve surtout des écrans. Alors, on vous donne des nouvelles, des actualités dans le monde sportif, comme on voit ici, ou dans la politique ou les autres événements de l'actualité. Mais il y a des éléments d'actualité qui sont toujours exposés ici. C'est une partie du mur de Berlin qui est exposée dans la hall d'entrée du musée du journalisme et de l'information. Remarquez, c'est vraiment clinquant comme musée. Toutes sortes d'écrans, de néons qui vous apportent les dernières nouvelles du jour sur des écrans. Et il y a toute une série d'écrans avec que vous pouvez manipuler à votre guise pour voir tel ou tel reportage ou tel événement. Ici, c'est la National Gallery, c'est-à-dire c'est le musée des beaux-arts des États-Unis. C'est un temple, un réplique d'un temple grec avec ses chapiteaux ioniques. Dans ce musée-là, il y a 4000 tableaux et 3000 sculptures parmi les plus beaux chefs-d'œuvre du monde entier. Je vais vous en montrer quelques-uns d'ailleurs. Ici, c'est la pêche miraculeuse. Ici, c'est un tableau de Rembrandt. Ici, c'est Laurent de Médicis, qui était un mécène de la fameuse famille des Médicis qui encourageait les artistes à Florence. Il a l'air méchant, mais je pense qu'il était bénéfique pour les arts. C'est M. Verrocchio qui fait son portrait. Ici, c'est une scène amoureuse, je pense, de Bruegel. Ici, c'est un gentilhomme de la Renaissance. Ici, c'est un autre musée qui est rattaché à la National Gallery. D'une part, il n'est pas sur le Mail, comme les autres musées, il est un peu à part, il est sur Pennsylvania Avenue, c'est-à-dire le boulevard qui relie le Capitole à la Maison-Blanche. Et dans ce musée-là, que vous voyez de forme plutôt moderne, c'est des œuvres contemporaines qui sont exposées. C'est un musée très vaste à l'intérieur, un peu trop dégarni à notre avis. Il pourrait y avoir plus d'œuvres d'art exposées. On le trouve un peu désert. Vous voyez, entre autres, il y a un mobile de Calder qui est exposé. Et voici
il n'y a pas grande œuvre d'art là-dedans, comme vous voyez, pour autant d'espace. Ici, c'est une sculpture de Giacometti. Ici, c'est un tableau cubiste de Fernand Léger. Ici, c'est la dernière scène par Salvador Dali. Ça, c'est magnifique. Ici, c'est le musée de l'art américain. Alors, vous allez voir là-dedans des œuvres d'art du début de la colonie aller jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'est un tableau d'une jolie dame qui date de l'époque coloniale. Ici, c'est un tableau beaucoup plus récent d'Edward Hopper qui s'intitule « Le bain de soleil à Cape Cod ». Ici, c'est un tableau de pop art de M. Liechtenstein qui s'intitule « The Melody Haunts My Reverie ». Et ça, c'est un tableau du 19e siècle de Thomas Cole qui faisait partie de l'école naturaliste. Il démontre le paysage américain. Bon, maintenant, on va visiter la Maison-Blanche. Vous avez eu votre invitation? Oui? OK, c'est bon. Alors, la Maison-Blanche a été commencée à être construite en 1792, l'année précédente du Capitole. Washington a tenu un concours d'architecture. Il a reçu 9 propositions de différents architectes. Et c'est lui qui a été le juge qui a choisi le design gagnant, aidé de M. Pierre-Charles L'Enfant, qui est architecte et qui avait conçu les plans de la ville. Alors, aussitôt que c'est ce modèle-là qui a été choisi, Washington a demandé à l'architecte d'agrandir la maison de 30 % parce qu'il trouvait que dans les années à venir, ça allait besoin d'être agrandi. Il dit aussi bien de le faire tout de suite, et il a demandé que ce soit un peu plus ornementé que ce que l'architecte avait proposé. Bon. Alors, la Maison-Blanche a été commencée à construire en 1792. Malheureusement, en 1812, il y a eu la guerre entre le Canada et les États-Unis. En fait, le Canada, je dis le Canada, mais en fait, c'était les Britanniques qui étaient en guerre, qui essayaient de reprendre leur ancienne colonie. Alors, il y a entre autres des troupes britanniques qui ont envahi Washington. Ils sont allés brûler la Maison-Blanche qui venait d'être construite. Et elle a été reconstruite à partir de 1815 jusqu'à 1830. George Washington n'a jamais habité la Maison-Blanche parce qu'il est décédé en 1799 et le premier qui l'a habité, c'était celui qui lui a succédé, John Adams. La Maison-Blanche a une superficie de 55 000 pieds carrés. Il y a 132 pièces là-dedans. Il y a 35 salles de toilette, 28 foyers, 16 chambres à coucher, des dizaines et des dizaines de bureaux. Il y a 1800 personnes qui travaillent à la Maison-Blanche à tous les jours. Il y a aussi d'autres choses qui se sont construites selon les caprices des différents présidents. Par exemple, il y a une piscine intérieure, il y a un tennis intérieur, il y a un cinéma à l'intérieur de la Maison-Blanche, il y a une allée de bowling, et il y a aussi un bunker en cas d'urgence. Et on va voir des photos. Bon, ça, c'est un service secret qui montre la garde devant la Maison-Blanche. Hein? Voici un des agents du service secret que j'ai photographié à son insu. Bon, ici, c'est le bureau de M. Trump. Vous voyez son bureau ici, le bureau ovale, hein, c'est ça. Et il y a 2 grands divans où il peut recevoir des invités de façon un peu plus informelle. Ici, c'est un des bureaux, un des salons plutôt, décoré un peu dans le style victorien. Ici, c'est une des chambres à coucher, une des 16 chambres à coucher de la Maison-Blanche, avec un lit à baldaquin. La Maison-Blanche a été construite par une main-d'œuvre d'esclaves, hein, parce qu'à l'époque, l'État de la Virginie, qui était juste à côté, et l'État du Maryland étaient 2 États esclavagistes. Alors, pour le gros de la construction, c'est surtout des esclaves qui l'ont construite. Après ça, ça a été des immigrés écossais, irlandais et italiens qui ont fait la finition parce qu'eux autres, ils avaient
ils apportaient avec eux d'Europe des techniques qui n'étaient pas courantes en Amérique. Alors, le coût de la maison blanche a coûté 3 millions en dehors d'aujourd'hui. C'est pas beaucoup pour un édifice de cette taille-là, mais il faut dire qu'il y a une partie de la main-d'œuvre qui était gratuite. Alors, on va revoir après ça d'autres. Bon, on va voir les monuments commémoratifs. Ici, c'est je m'excuse, la photo est un peu floue. C'est le monument à Washington, la Grande Obélisque, qui est entouré de drapeaux qui représentent les 50 États américains. Voici le monument à Washington. Cette structure a 500 pieds de haut quand même, hein? Et elle a été érigée en 1885. Il y a une fondation de 110 pieds de profond dans le sol. Ouais. Et elle est érigée en blocs de marbre, de grès et de granit. À l'intérieur, il y a un ascenseur qui vous amène jusqu'en haut ici, que j'ai déjà pris l'ascenseur. Et là, il y a des petites ouvertures dans le sommet qu'on ne voit pas ici et qui vous permettent de faire des photos à partir de cette hauteur-là. Ah oui, c'était la plus haute structure au monde pendant 4 ans, jusqu'à temps que M. Eiffel construise sa fameuse tour à Paris. La tour Eiffel est plus haute que le monument à Washington. Ici, derrière, il y a le monument commémoratif de la Seconde Guerre mondiale, où il y a un bassin avec des fontaines, et il y a des stèles avec chaque stèle représente un État des États-Unis, sur lequel est apposée une couronne mortuaire en fonte. Et ça a été inauguré en 2004 par le président Bush. Ici, c'est le mémorial de la guerre de Corée. Alors, l'artiste qui a fait le mémorial a eu une très bonne idée de représenter des GI comme en plein combat, là, dans un champ habillés avec leur imperméable, leur casque et leur fusil et leur téléphone à la main. Et quand vous voyez ça dans le paysage, ça semble vraiment... ça vous touche beaucoup. En tout cas, c'est tellement vraisemblable. Ici, c'est le monument de Martin Luther King, qui a été sculpté à même un immense bloc de granit, comme vous pouvez voir, qui exprime toute la force et le caractère de ce personnage hors norme. Le monument a été inauguré, ici on a gravé dans la pierre un des discours qu'il a prononcé. Et ça a été inauguré en 2011 par le président Obama, qu'on voit ici, accompagné de sa femme. Ici, je pense que c'est une de ses 2 filles, peut-être une autre fille est là, et quelques autres personnes, qui ont inauguré le monument à Martin Luther King. Ce monument a coûté 120 millions de dollars, soit dit en passant. Ici, c'est des outardes qui viennent de chez nous, qui étaient descendus à Washington pour la fin de semaine. Bon, ici, c'est le mémorial à Lincoln. Comme vous pouvez voir, c'est une parfaite réplique d'un temple grec avec une colonnade tout le tour du bâtiment. Vous rentrez là-dedans et vous êtes étonné de voir que c'est vide. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est cette immense statue de Lincoln qui a 20 pieds de haut, qui est vraiment bien des fois plus grand que nature, avec une inscription au-dessus de sa tête. Et remarquez le regard déterminé de cet homme qui a vécu une présidence pour le moins mouvementée. Derrière le mémorial à Lincoln, il y a la rivière Potomac qui n'est pas très loin. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté de la rivière? C'est en Virginie. C'était la résidence de Robert E. Lee, qui était le général en chef des armées sudistes, qui était le grand ennemi juré de Lincoln. Il était vraiment un jet de pierre du mémorial de Lincoln, finalement. Bon, on va faire une pause, si vous voulez bien.
Et puis au retour, je vous parle des merveilleux cerisiers japonais de Washington. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Là, je vous amène visiter le bassin Fleury. Il existe, comme je vous ai montré en plan tantôt, le Tidal Basin. C'est un bassin qui a été aménagé par la main de l'homme à partir de la rivière Potomac et qui a une superficie de 107 arcs et une profondeur moyenne de 10 pieds. Autour de ce bassin-là, qui est purement décoratif, il y a des cerisiers japonais, comme vous voyez ici. En 1912, le Japon a fait don de centaines et de milliers de cerisiers japonais aux États-Unis par signe d'amitié. Maintenant, à Washington, il y a 3700 cerisiers japonais, dont 1700 qui se trouvent ici en bordure du bassin. C'est vraiment féerique de voir ça. Nous, on est allés fin mars, début avril. C'était au plus beau de la floraison. Et ça, à chaque année, ça attire 1,5 million de personnes qui viennent exprès pour voir les cerisiers japonais à Washington. Regardez, c'est merveilleux. Il y en a partout. Il y en a 1700. Monsieur Boudreau, la floraison, ça dure combien de temps? Oh, peut-être 2 semaines. 2 semaines? Pas plus, oui. Et quand il y a une petite brise qui se manifeste, les pétales se détachent des fleurs et ça fait une belle neige rose. Et ça se ramasse sur le sol, comme vous voyez là. Ici, c'est le monument à Jefferson, qui est de l'autre côté du bassin, qui est encore là un temple classique avec un genre de panthéon. Et encore là, il y a remarqué, il y a quelques cerisiers japonais de ce côté-là de l'étang aussi. Ici, on voit derrière l'obélisque du monument à Washington et des cerisiers japonais à l'avant-plan. Bon, je vous amène visiter certains autres bâtiments dans les rues de Washington. Ici, c'est le bâtiment de la Cour suprême. En 1935, allé jusqu'en 1935, la Cour suprême siégeait dans le Capitole. À un moment donné, ils se sont trouvés que c'était peut-être pas très éthique d'avoir dans un même bâtiment qui se côtoyait le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors là, ils ont décidé de construire un bâtiment différent pour la Cour suprême et ça a donné ce temple d'origine de style classique. Ici, on voit un des corridors dans l'intérieur de la Cour suprême. Remarquez le magnifique plafond à caissons. Ici, c'est le hall d'entrée. Vous voyez encore là la monumentalité des colonnes en marbre et encore là un plafond à caissons tout à fait remarquable. Ici, c'est la cour où les 9 juges de la Cour suprême siègent. Si je me souviens bien, des 9 juges actuellement, il y en a 2 qui ont été nommés par Trump, 2 qui ont été nommés par Obama, 2 qui ont été nommés par Clinton et 3 qui ont été nommés par George W. Bush. Ici, je vais vous parler maintenant de la Bibliothèque du Congrès. La Bibliothèque du Congrès a été fondée, créée et bâtie en l'an 1800, quelques années après la construction du Capitole. Le but de la Bibliothèque du Congrès qu'on voit ici, c'est d'informer les législateurs qui, avant de passer un projet de loi, devaient faire de la recherche sur tel sujet pour prendre une décision éclairée.
Alors, la bibliothèque du Congrès a été instaurée et là, il y avait tous les livres à portée de main de tous les membres des représentants ou des sénateurs. Maintenant, la bibliothèque du Congrès est rendue la plus grosse bibliothèque au monde. Et en plus de servir encore aux législateurs, elle sert également à tous les chercheurs à travers le monde entier, parce que tout ce qui est publié, il y en a copie là-bas à Washington, et c'est facile, relativement facile d'accès pour les chercheurs qui ont besoin de renseignements. Ici, c'est un passage dans la bibliothèque du Congrès, qui avait été d'ailleurs, elle aussi, incendiée par les Britanniques en 1814, mais qui était reconstruite, évidemment, par après. Ça, c'est la gare ferroviaire de Washington. C'est le Union Station. Encore là, un bâtiment d'inspiration classique. C'est construit selon... qui ressemble au terme de Dioclétien à Rome. Et la partie centrale ici, c'est selon l'arche de Constantin à Rome. À l'intérieur, vous avez un dôme derrière ou au-dessus des voies ferrées qui est à 100 pieds du sol. Alors, vous avez tout le long de la façade principale, vous avez cette jolie arcade qui vous permet de marcher tout en étant à l'abri des éléments. Devant la gare, il y a cette cloche-là dont j'ignore l'origine et je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, elle est là. Il y a également un luminaire, un lampadaire de style victorien qui est très tarabiscoté, qui est devant la gare. Bon, maintenant, je vous amène à visiter Georgetown. Georgetown, c'est le plus charmant quartier de Washington. Là, vous quittez les bâtiments de style classique en pierre, gouvernementaux, sévères, etc. Vous arrivez dans un gentil petit quartier tout à fait à l'échelle humaine, avec remarquez les trottoirs en pavé, les maisons soit en bois ou en briques de 2-3 étages maximum, avec des couleurs, des coloris assortis. Georgetown existait déjà quand Washington a été construite. Georgetown, c'était un tout petit village quand George Washington a choisi de bâtir sa capitale. C'était un peu à l'écart. C'était des immigrants écossais qui avaient fondé ce petit village. Et il l'avait nommé Georgetown parce que le roi d'Angleterre de l'époque s'appelait George. Et ils ont, évidemment, la ville de Washington s'est agrandie beaucoup parce que après la guerre civile américaine, il y a beaucoup de Noirs américains qui avaient été libérés par le président Lincoln, qui avaient été libérés de l'esclavage, qui ont afflué à Washington parce qu'ils se sentaient protégés sous le parapluie de Washington, de Lincoln. Alors maintenant, la ville de Washington a une majorité d'Afro-Américains comme population. Ici, c'est encore là un quartier de Georgetown, remarquez comme c'est joli avec des vieux arbres et le trottoir. Ici, c'était la maison qu'habitait Jacqueline Kennedy, avant qu'elle soit Mme Kennedy, du temps qu'elle s'appelait Bouvier, et elle habitait ce cottage. Il y a beaucoup de riches représentants de la classe politique et des affaires qui habitent maintenant dans Georgetown. C'est un quartier très in. Voici des jolies boutiques assez chères, merci, dans Georgetown aussi. Ici, c'est la maison qu'habitait Henry Kissinger. Bon, les Écossais avaient construit un canal pour relier le petit village à la rivière Potomac. Et pour transporter de marchandises, ils avaient construit des barges comme celle-ci, qui est maintenant en cale sèche. Et il y a un chemin de ronde qui longe le canal et que les touristes utilisent avec plaisir. Maintenant, je vais vous parler de la vie et de la mort du plus grand président américain. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce jeune homme, c'est Abraham Lincoln. Abraham Lincoln est né dans le Kentucky d'une famille modeste. Il a eu une enfance et une adolescence sans grand relief. C'était un jeune homme très curieux. Et il a appris à devenir avocat simplement en lisant dans les livres de loi. Et il a réussi à passer son examen du barreau. Il est devenu un avocat. Il n'était pas n'importe quelle sorte d'avocat, il était un avocat itinérant.
C'est qu'il se promenait d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Quand il y avait une cause à défendre, il proposait ses services, et voilà, il rendait ses services, et la plupart du temps, il gagnait ses causes. À force d'être itinéraire comme ça, il s'est ramassé en Illinois, où là, il a choisi de s'établir en Illinois. Il a même touché à la politique. Dans un premier temps, il a été élu représentant au Parlement de l'Illinois. Après ça, quelques années plus tard, il a été élu représentant à Washington de l'État de l'Illinois. Alors, il a servi un terme comme représentant à Washington. Et dans les années 50, en fait, en 1958, pour être plus précis, il y a eu une série de débats organisés dont le sujet était l'esclavagisme. La question, c'était de savoir, est-ce que les États américains doivent permettre l'esclavage sur leur territoire ou pas? Lincoln a défendu la thèse de non, il ne devrait pas exister d'esclavagisme aux États-Unis. Alors, il y a eu une série de débats avec un autre avocat qui s'appelait Maître Douglas, et Lincoln a gagné la série de débats haut la main. Il a instantanément acquis une grande notoriété nationale. 1960, on est 2 ans plus tard, c'est une année d'élection présidentielle. Le Parti républicain qui vient d'être fondé porte son choix sur Abraham Lincoln comme candidat aux élections présidentielles. Et il est élu en 1960. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'aussitôt qu'il a été élu, il y a 7 États du sud des États-Unis qui décident de se retirer de l'Union. Ils disent carrément, nous, on ne fait plus partie des États-Unis parce qu'on veut conserver l'esclavage dans notre territoire. Notre économie est basée là-dessus, sur la main-d'œuvre des esclaves. Alors, Washington, qui vient d'être élu président, n'a pas d'autre choix que de mobiliser son armée et pour amener les 7 États à l'intérieur de l'Union. Les gens du Sud lèvent eux aussi une armée. Et là, la guerre civile s'enclenche entre le Nord et le Sud. Ça a duré 5 ans. Il y a eu de nombreuses batailles. Il y a eu des batailles sanglantes et cruelles, entre autres Gettysburg, qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et après ça, on arrive en 1865, la guerre s'est terminée. Le 9 avril 1965, il y a eu une dernière bataille où le général du Sud, Robert E. Lee, a concédé la victoire au général Grant, qui était le général en chef des forces de l'Union. Et à partir de ce moment-là, la guerre était terminée. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui est arrivé dans les jours qui ont suivi. Ici, vous voyez, ce bâtiment-là, c'est le Ford Theater, un théâtre de Washington. Et voici le théâtre Ford qui existe toujours aujourd'hui avec une photo récente. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Après le 9 avril, 2 jours plus tard, le président Lincoln donne dans le jardin de la Maison-Blanche un discours dans lequel il annonce qu'il songe sérieusement à donner le droit de vote aux esclaves noirs qui viennent d'être libérés. Alors là, ça a été un coup de tonnerre qui a fait peur à bien du monde. Vous allez voir plus tard. Cet homme-là, c'est M. John Wilkes Booth, qui était un acteur assez renommé qui jouait dans les pièces à Washington. Ce monsieur était originaire du sud des États-Unis et dans les années 1850, il avait fait campagne contre l'immigration. S'il vivait aujourd'hui, on dirait qu'il est un suprémaciste blanc. Lui, il prônait la supériorité de la race blanche et il voulait combattre tout ce qui pouvait altérer la supériorité de la race blanche. Alors, il était contre l'immigration, évidemment, il était contre les Noirs américains, il était pour l'esclavage. En octobre 1964, il vient à Montréal. Parce que Montréal, c'était un lieu de rendez-vous des forces confédérées. Il y avait beaucoup de sympathisants à la cause des États du Sud à Montréal. Il faut savoir que c'est pas tellement qu'ils étaient sympathiques au Sud, mais en fait, le Canada n'existait pas, il existait à partir de 1867. C'était encore l'Empire britannique et
les gens au Canada étaient vraiment en petit nombre comparés aux géants américains à côté. Alors, ils ne voyaient pas d'un mauvais œil que les États-Unis se séparent en deux. Ils disent qu'ils vont être moins puissants, ou moins forts, moins arrogants. Ça, c'est pas mauvais. En tout cas, il y avait une certaine sympathie pour la guerre civile américaine. Alors, John Wilkes Booth s'amène à Montréal et dans un hôtel du Vieux-Montréal, il rencontre ses sympathisants sudistes. Ils mettent sur pied un complot pour... ils voulaient kidnapper le président Lincoln, le vice-président et le secrétaire d'État pour faire du chantage auprès du gouvernement américain et obtenir des gains pour le côté des forces du Sud. Bon. Et voilà, et voici un de ses complices. Mais ce qui est arrivé, c'est que en entendant le discours du président Lincoln, comme quoi il songeait à donner le droit de vote aux Noirs américains, Booth et ses complices ont dit « c'est pas un kidnapping qu'il faut, il faut carrément les assassiner ». Alors là, il y en a un, celui-ci était chargé d'aller assassiner le secrétaire d'État, il y en a un autre qui devait assassiner le vice-président, et John Wilkes Booth se gardait la pièce de résistance en voulant assassiner lui-même Lincoln. Bon. Le 14 avril, dans les jours qui ont suivi, le président Lincoln reçoit une invitation pour aller au théâtre Ford, où il y avait une représentation d'une comédie qui s'appelait Our American Cousin, notre cousin américain. Bon. Il arrive là le soir du 14 avril et il arrive un peu en retard. Alors, il arrive en retard. Là, quand il rentre dans la loge présidentielle, la foule se lève et l'applaudit chaleureusement. Il venait de gagner la guerre il y a quelques jours auparavant. Et les acteurs sur la scène arrêtent de jouer parce qu'ils voyaient la clameur populaire. Alors là, oui, le matin même, John Wilkes Booth était arrêté au théâtre Ford pour prendre son courrier, parce qu'il faisait déposer son courrier là-bas. Et là, il apprend que le soir même, Lincoln va être présent à la représentation. Alors là, il dit, c'est le moment de mettre notre plan à exécution. C'est ce soir que je l'assassine. Alors, John Wilkes Booth savait, il connaissait la pièce, il l'avait déjà vue, il savait qu'au troisième acte, une pièce en 3 actes, au troisième acte, à un moment donné, il y avait un rire énorme dans la salle. Il dit, je vais profiter de ce moment-là pour arriver et je tire un coup de feu sur Lincoln. Comme ça s'entendra un peu moins. Alors, effectivement, c'est ça qu'il a fait. On le voit ici dans cette gravure. On voit John Wilkes Booth qui se présente derrière Lincoln, qui le tire dans la tête. À côté du président Lincoln, c'est sa femme. L'autre couple, c'est le major Rathbone, qui faisait partie de l'état-major américain, avec sa jeune fiancée. Il y a une autre représentation aussi de la même scène qu'on voit ici. John Wilkes Booth tire un coup de feu dans la tête de Lincoln. Pendant que le major Rathbone se lève pour intervenir, le major se lève, empoigne John Wilkes Booth et les deux hommes se chamaillent. Remarquez que dans la main gauche de John Wilkes Booth, il tenait un poignard. Et il a sérieusement poignardé le major au bras. Et après ça, John Wilkes Booth a cherché à s'échapper. Il a enjambé la rampe de la loge. Et ça, c'est le pistolet qu'il a utilisé pour tirer Lincoln. Et là, remarquez la scène. Ici, vous voyez... la foule est debout, les spectateurs sont debout, ils regardent ce qui se passe dans la loge présidentielle qui est ici. Les acteurs ne savent plus s'ils doivent jouer ou arrêter de jouer. Et là, John Wilkes Booth enjambe la rampe et saute de 12 pieds sur la scène. Et là, il se fracture un os de la jambe. Mais il réussit néanmoins à se traîner de peine et de misère jusqu'à la porte arrière du théâtre. Et là, il saute sur son cheval et il part dans la nature à bride abattue. Heureusement, il y avait 3 médecins dans la salle. Je dis ça heureusement, mais ça n'a pas pu changer grand-chose. Il y avait 3 médecins dans la salle qui sont accourus au chevet de Lincoln. Ils ont constaté qu'il était vraiment en trop mauvais état pour être transporté à la Maison-Blanche. Ils l'ont fait transporter dans une maison de l'autre côté de la rue.
Et là, les médecins ont été autour de lui, de même que les membres de son cabinet. Et ils l'ont veillé toute la nuit, et à 7 heures le lendemain matin, Lincoln est décédé. Évidemment, ça a été un drame national. C'était la première fois qu'un président, même en fonction, était assassiné. Et surtout que c'était un héros qui venait de gagner la guerre. Il venait tout juste quelques jours auparavant de gagner la guerre civile. Alors, ça a été vraiment un deuil national et il y a eu un défilé dans les rues de Washington où on voit le corbillard ici qui est tiré par plusieurs chevaux et qui traîne la dépouille de Lincoln alors que la foule l'acclame. Il y a eu 1 million de personnes qui sont allées dans les rues de Washington pour se dire un adieu à Lincoln. Voici les soldats de l'Union qui paradent aussi. Après le défilé, le cadavre a été mis dans... Aussi, c'est le corbillard qui a servi au transport du cadavre de Lincoln dans les rues de Washington. Après ça, il a été mis sur un train et il est parti pour son état d'adoption, l'Illinois, où il est enterré. Mais John Wilkes Booth était toujours en cavale avec son complice. Les complices, je vais vous donner des nouvelles d'eux autres. Celui qui devait assassiner le secrétaire d'État s'est présenté à la résidence du secrétaire d'État le même jour où Lincoln a été assassiné. Et il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il est monté à la chambre du secrétaire d'État. Et là, il a essayé de le poignarder, mais il l'a poignardé, mais pas mortellement, heureusement. Quant au complice qui devait assassiner le vice-président, M. Johnson, il ne s'est jamais présenté à la résidence. Il était arrêté en chemin à un hôtel, il s'est mis à prendre 1 bière, 2 bières, 3 bières, et on l'a retrouvé ivre-mort le lendemain matin aux portes de l'hôtel. C'est que le vice-président n'a pas été incommodé du tout. Mais l'armée américaine était à la poursuite, évidemment, de John Wilkes Booth et de ses complices. Ils les ont retrouvés finalement sur une grange de la Virginie. Ils avaient été hébergés par une famille de sympathisants. Et ils étaient cachés dans une grange. Alors là, les soldats ont encerclé la grange et ils ont sommé aux 2 hommes à l'intérieur de sortir pour se rendre. Il y a le complice qu'on a vu tantôt qui, lui, s'est rendu, qui est sorti, puis il s'est rendu aux soldats. John Wilkes Booth, lui, a préféré rester à l'intérieur de la grange. Et là, il y a un soldat qui est arrivé par en arrière et qui l'a tiré dans la gorge. Et ça a été fini pour John Wilkes Booth. Il y a eu un procès par après. Un long procès qui a duré 7 semaines. Il y a eu 366 témoins qui sont venus raconter qu'est-ce qu'ils avaient vu qui avaient témoigné sur le complot qui avait eu lieu et l'assassinat, etc. Et le verdict des juges, ça a été qu'il y a 3 hommes et une femme qui ont été condamnés à la pendaison. Et il y en a d'autres complices qui ont été condamnés à des peines allant de 2 ans à la perpétuité. Ici, on voit une scène où les 3 hommes et la femme sont pendus à l'intérieur de la cour d'une prison avec des soldats sur le mur qui surveillent la scène. Alors, Abraham Lincoln est donc décédé à l'âge de 56 ans. Moi, je considère que ça a été le plus grand président américain. Il y a eu des très grands présidents. Il y a eu Roosevelt dans les années 30 et 40. Il y a eu John Kennedy, il y a eu Barack Obama. C'est sûr que ce sont des grands présidents, mais je pense qu'il n'y a aucun de ces présidents-là qui a fait face à une situation aussi dramatique que le fait que le pays se divise en deux et que 7 États qui décident d'aller de leur propre chemin et de quitter l'Union américaine. Alors, il a manœuvré, il a réussi à recoller les morceaux ensemble, mais surtout, il a rendu la liberté à des centaines de milliers d'esclaves américains et à leurs descendants par le fait même. Alors voilà, c'était ma conférence sur Washington. Bon, la prochaine conférence, ça va être sur Paris, au mois de juin. Alors, il y aura une représentation le soir du 11 juin à 19h et le jeudi 13 juin à 13h30. Pourquoi j'ai intitulé ça « Paris et ses secrets », c'est que je ne veux pas vous parler des gros morceaux de Paris. Soit que vous êtes déjà allé à Paris ou que vous avez vu dans plein de films ou
à la télévision ou dans des lectures, je ne vous parlerai pas des grands morceaux de Paris. Je ne vous parlerai pas de la Tour Eiffel, je ne vous parlerai pas de Notre-Dame de Paris, je ne vous parlerai pas du Louvre, je ne vous parlerai pas de la Seine et des bateaux-mouches. Je vais vous parler de d'autres choses qui sont moins évidentes, mais néanmoins très, très intéressantes. Et Dieu sait que c'est pas ça qui manque là-bas. Alors, vous allez voir Paris sous un nouveau jour, venez à ma conférence au mois de juin.